Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition. Dans l'actualité ce soir, ce retour triomphal des écureuils à Cotonou, vous allez le voir dans les images. Il s'ornait 18h35 quand l'appareil de nos héros quitte le ciel nuageux pour venir s'immobiliser sur le tarmac de l'aéroport international Bernardin Cardinal Gantins. C'est le président de la Fédération béninoise de football Mathurin Deschacus qui pose en premier ses pieds sur le sol béninois. À sa suite, le ministre des Sports, Oswald Omeki, puis place aux 23 dignes ambassadeurs qui se sont offerts un bain de foule jusqu'à la salle d'honneur. Après donc des courtes interviews avec la presse, le bus des écureuils prend la direction de la présidence, la direction de la résidence présidentielle. Tout ceci dans une ambiance de folie. À noter qu'un géant concert sera offert ce soir au stade Mathieu Kérékou. Et on parle du dialogue exclusif avec le roi Dalada. Le roi Dalada donc, qui a reçu ce samedi 13 juillet 2019 les adeptes et les dignitaires des cultes endogènes pour une prière et des offrandes pour la paix au Bénin pour que le dialogue politique qui démarre se déroule bien. Il a profité de l'occasion pour inviter toutes les tendances politiques du pays au dialogue. Gisne Kogé et Bernard Diaoui. Une procession du palais royal d'Alada, suivie des hauts dignitaires des cultes endogènes. Prière de purification de la terre parce que le sang humain a coulé lors des événements qui sont survenus après les élections législatives. Prière pour la paix et la cohésion nationale. Nous devons vivre en symbiose, dans une synergie totale et dans un élan fraternel. Nous devons conjuguer tous nos efforts pour bâtir ce pays. Chers enfants, la loi fondamentale qui régit ce monde, qui régit cette planète Terre, c'est l'amour. Présentation des offrandes et invocation des mânes des ancêtres. Le roi Kwadegbe Toyi Djigla Lamafan invoque ses ancêtres pour qu'ils préservent le Bénin de tout mal. Que toutes les forces vives de la nation saisissent la main tendue du chef de l'État. C'est le souhait de Kwadegbe Toyi Djigla. Des problèmes après les législatives. Il n'y a être sans problème. Nous devons nous asseoir autour d'une table et essayer de trouver les solutions idoines à nos problèmes. Il n'y a que de solutions sur cette planète Terre. Que nos enfants acceptent la main tendue du chef de l'État et qu'ils aillent au rendez-vous de lundi prochain. Il faut qu'ils répondent présent à l'appel présidentiel. La politique de la chaise vide n'est pas indiquée. Même si on est opposant farouche, même si on est jusqu'au boutiste, même si on est opposant radical, c'est le moment. C'est le moment d'aller autour de la table, c'est le moment de s'exprimer, de dire ce qu'on veut, car nul ne viendra du dehors pour nous réconcilier jusqu'à preuve du contraire. Les loups ne se mangent pas entre eux. Ils sont condamnés à s'entendre, ils sont condamnés à vivre ensemble, ils sont condamnés à rester ensemble. Tour à tour à la tribune, comme le successeur actuel de Adjarouto, les hauts dignitaires des cultes endogènes ont plaidé pour la paix au Bénin, la cohésion nationale et le développement du pays.
Direction l'Assemblée nationale où le projet de loi portant autorisation à ratification du traité révisé de la Conférence internationale de la prévoyance sociale est voté au Parlement. C'est un test qui innove en matière de système de gestion de la prévoyance sociale au niveau local et régional. Guillaume Avienou nous en dit plus. Un projet de loi qui propose des réformes profondes du système de gestion de la prévoyance sociale. Le rapport d'étude du document soumis à la plénière a été adopté à l'unanimité des députés ce jeudi au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. Il s'agit en fait du traité révisé de la CIPRES, la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, signé par plusieurs pays du continent le 14 février 1993 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le test a vu le jour en vue de corriger les difficultés financières que connaissaient à l'époque certaines caisses de sécurité sociale africaines. Le traité révisé est un dispositif de 71 articles structuré en 5 titres, le tout précédé d'un préambule. À l'article 4, il a été institué la commission de surveillance qui existait plutôt sous le nom de commission régionale de surveillance. À l'article 7 nouveau, le Conseil des ministres sollicitait une réunion des chefs d'État des pays membres de la CIPRES. Ce n'était pas le cas. Donc ça veut dire que la CIPRES ne dépendait que des ministres de tutelle des organismes de prévoyance sociale. Mais si nous adoptons ce traité sur des questions vraiment d'importance, le Conseil des ministres peut décider, bon, allons consulter nos chefs d'État, c'est-à-dire demandons à nos chefs d'État de se réunir pour prendre une décision principale. Pour que le Parlement des lois ne soit pas une caisse de résonance où on nous envoie les lois sans une meilleure lecture, sans une meilleure appréciation, nous votons les lois. C'est pour ça que ça me gêne parfois le principe de résumé. Ça me gêne. Parce que quand il s'agit des lois, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas nous présenter des tableaux comparatifs. J'étais un peu gêné, je me suis dit qu'est-ce qui a pu se passer parce que moi j'ai un document qui présente l'ancien test et le nouveau dans un tableau comparatif avec les articles qui ont été modifiés, soulignés en gras. Selon le rapport de la Commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales qui a étudié le document, il s'agit d'un ensemble de dispositifs pour gérer au plan régional la prévoyance sociale d'un point de vue diplomatique, politique et social, tout en admettant les avancées positives contenues dans le traité révisé. Les députés s'interrogent. Je voudrais savoir le sort réservé à la loi qui porte sur la caisse et conciliation après cette ratification, parce qu'on entend dans cette loi, dans les détails, c'est une loi qui prend en compte, qui traite le problème du déficit permanent du Fonds national des retraités du Bénin. Au même moment, la Caisse nationale de sécurité sociale de notre pays est très souvent excédentaire. Tout ce qui nous préoccupe aujourd'hui dans ce Parlement, c'est de simplifier les choses pour cesser de tracasser des gens qui ont donné 30 années de leur vie, plus de 30 années de leur vie à ce pays, et que le lendemain, on les traîne dans les couloirs. Alors ils passeraient ce temps-là en train de se faire consulter la santé. Dans nos fins fonds du Bénin, il y a encore cette pratique qui est monnaie courante dans toutes les écoles pratiquement, où nos parents s'organisent pour payer les déscolarisés, les diplômés sans emploi qui sont dans nos villages pour enseigner nos enfants. Comme nous sommes en train de parler de la prévoyance, je ne sais pas si le gouvernement peut essayer d'organiser un peu ce système-là pour que ceux-ci, d'un jour à un autre, seraient pris en compte, ou bien que ça soit un peu beaucoup plus organisé. Quelques réponses du gouvernement. Il faut être sûr que nous n'irons pas à un développement conséquent par rapport à notre système social.
C'est pourquoi il est important, non seulement sur le plan politique, mais également diplomatique, de se maintenir dans cette institution et également de réviser, de ratifier ce nouveau traité. Il y a des réformes en cours actuellement parce que le souci d'un État, quel que soit l'organisme en question, ce n'est pas de thésauriser de l'argent, mais plutôt de l'utiliser pour qu'il puisse rapporter également de l'argent. En conclusion, estime le gouvernement, le traité révisé de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale apporte plusieurs avantages aux Béninois. C'est une loi qui garantit la sécurité sociale pour les vieux jours du citoyen béninois. Lancement d'un ouvrage produit par le ministre honoraire Antonin Dossou. Cet ouvrage, quelque peu autobiographique, est intitulé Partage. Il est utilisé comme style littéraire dans un entretien entre l'auteur, personnage principal, et un économiste. Le compte-rendu de Patrick Diossou et Esther Dokoun. Partage, défi de la gouvernance publique en Afrique subsaharienne. Tel est le titre de cet ouvrage divisé en 3 parties. Chaque partie subdivisée en chapitres jonchés de témoignages. Des témoignages divers dont le rythme donne un panorama d'ouvrages collectifs. Collectivement donc, l'accueil est réservé au top pour ce livre constitué d'entretiens sur la vie politique du ministre honoraire Antonin S. Dossou, retourné à la BCEAO depuis 2015. Si la postface est écrite par Francis Akindes, la préface, elle, est sous la plume d'un professeur bien connu. J'étais certainement l'une des personnes les moins bien placées pour préfacer ce beau livre, car il se trouve que l'auteur est mon neveu, le fils de ma grande sœur, même père, même mère. À tour de rôle, plusieurs personnalités, telles Marie-Odile Atanassor, ministre de l'Enseignement supérieur, et Pascal Irénée Koupaki, secrétaire général de la présidence de la République, ont apporté leur contribution vivante à ce livre. Un livre qui rend compte de 9 années passées dans la sphère et l'atmosphère étatique du Bénin. Et cette expérience monnayée en 7 ans comme directeur de cabinet du ministre Koupaki et 2 ans comme ministre de l'évaluation des politiques publiques, Antonin Dossou en offre la quintessence aux Béninois en particulier et aux Africains en général. Imaginez que cette somme de savoir, cette somme de sagesse, cette expérience puisse être accessible, soit transmise. Imaginez l'impact de cette transmission sur le développement du Bénin, sur le développement de l'Afrique. Le livre est pourvoyeur de l'expérience passée aux générations futures. Voilà pourquoi j'ai choisi de contribuer à cette transmission-là. Entretien direct conduit par Florent Kwaozotti, critique littéraire, séance de dédicace, animation artistique et culturelle. Les petits plats ont été mis dans les grains pour faire de Partage une œuvre qui porte bien son titre. Partager le vécu du passé avec la génération présente et future. Le gouvernement vient construire une cité administrative à Kalavitoba, à Hosopeto. La commission d'indemnisation et d'expropriation a tenu ce vendredi une séance d'explication au profit des populations concernées. Les travaux ont eu lieu dans l'enceinte de l'arrondissement de Togba. Jérôme Mumbo et Igor Ayoso.
Le projet de construction de cités administratives s'inscrit dans un programme de construction de bâtiments administratifs regroupant les services ministériels. L'objectif du gouvernement est d'optimiser leur fonctionnement, de développer le patrimoine bâti de l'État en vue de réaliser des économies d'échelle. Celle d'Abomey-Calavi sera construite sur une 40aine d'hectares. Bien qu'on ne puisse faire les omelettes sans casser les œufs, le président Patrice Talon instaure la démarche de concertation du peuple. Les PAP, personnes d'Arros-Soubeta affectées par ce projet, s'informent du point des travaux menés par la commission d'indemnisation et d'expropriation conduite par Dr Victorien Koublenou avec l'assistance du préfet Jean-Claude Kodia et du maire Georges Bada. Le développement du Bénin, c'est maintenant ou plus jamais. Parce que enfin nous avons notre Moïse des temps modernes. Je vous le dis simplement en tant que citoyen. Nous avons vu, vous et nous, depuis 1960. Et aujourd'hui, nous pouvons apprécier. Nous avons, avec le président Talon, un PAG. Un PAG avec des projets cohérents et inéluctablement qui doivent nous amener au développement. Tout en reconnaissant la portée des actions menées par le chef de l'État, les populations d'Arros-Soubeta ont énuméré plusieurs doléances dont elles ont souhaité la prise en compte. Le président de la République, c'est un gentleman. C'est un homme de style. Il est très bon. Ne nous voilons pas la face. Ce qu'il est en train de faire en 3 ans, ça se voit. Il n'y a de pire aveugle qui ne veut voir. Projet, construction, milieu d'accorda, mi béa, mi gbenu homiton, mais à cause de pio, ni pon bao. Ça a été, comme vous l'aviez constaté avec nous, une séance très fructueuse parce que malgré les préoccupations et la gravité, les enjeux, tout s'est déroulé dans une ambiance cordiale et conviviale. Pour autant, nous avons bien pu comprendre la légitimité des préoccupations des populations et nous avons pris l'engagement de pouvoir les associer au reste de la procédure, ceci conformément aux orientations que nous avons retenues, qui est de faire en sorte que les opérations se déroulent de manière concertée et participative. Dans l'Atlantique, cette cité en projet vient s'ajouter entre autres à l'aéroport international de Glodjigwe, à la centrale thermique de Maria Gleta 2, au pont de Women, à l'hôpital de référence, au projet asphaltage. Lorsque ça se réalisera, vous allez voir comment ça va transfigurer notre Toba, notre Arros-Soubeta. Et donc, je voudrais vous demander de, comme vous l'avez toujours su le faire, de toujours continuer à accompagner ce programme, le PAG, accompagner le chef de l'État. C'est une chance pour le Bénin. Continuez toujours à prier pour lui. Il a besoin d'être en bonne santé pour mener à bon port ce qu'il a commencé pour nous. Dès le lundi 15 juillet sera faite l'affiche du plan parcellaire et le répertoire des populations. Cette étape, qui est l'étape des enquêtes de Komodo et Nkomodo, dure 1 mois. Donc ce sera l'occasion pour ces populations d'aller consulter les listes et de s'assurer que les superficies qui sont les leurs sont bien mentionnées. De s'assurer que les diverses immobilisations ont été recensées. De s'assurer également que leurs noms ont été bien écrits et également de faire part d'autres doléances et d'autres requêtes qui feront l'objet après d'études au sein de la commission d'indemnisation et d'expropriation. Vous avez vu ce qui a été fait à Maria Gleta. C'est un dédommagement de plus de 2,7 milliards de francs qui ont été payés entre les mains des ayants droit et plus de 3 milliards de mesures d'accompagnement. Exactement, avec cette discussion, la population a compris, mais nous avons dit, avec l'opération de Komodo et Nkomodo qui est lancée, elles ont 1 mois pour pouvoir mettre par écrit leurs doléances afin de nous permettre de les considérer. Et ces doléances seront réellement considérées. Le passé est fini, est révolu. Le président Talon a marqué
une marque de développement et de contact avec la population pour ne pas la décevoir. Le site du marché de Glo est la prochaine destination de la commission d'indemnisation et d'expropriation pour un autre projet. Et on parle de cet atelier de transfert des acquis du projet d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes qui a eu lieu à Grand Popo du 9 au 11 juillet. Pendant 3 jours, les participants se sont penchés sur la présentation des réalisations du projet, les acquis et enfin sur le transfert des patrimoines intellectuels et matériels du projet. Marcel Betoro et Wenceslao Samaïmo. Promouvoir une meilleure qualification de la main-d'œuvre nécessaire au développement économique du pays et garantir une insertion professionnelle des jeunes diplômés, c'est l'objectif poursuivi par le Bénin à travers le projet d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes AFPIJ. L'enseignement et la formation technique et professionnelle ne sont pas une priorité, c'est la priorité. Et c'est justement pourquoi d'ici l'horizon 2030, notre ambition est de changer complètement de visage à l'enseignement en général, pour que le taux d'aujourd'hui connaisse un renversement total des tendances, de manière à ce qu'il y ait 70% de population pour l'enseignement technique et la formation professionnelle, et 30% pour la formation générale. Issu de l'accord entre l'Agence française de développement AFD et la République du Bénin signé le 6 mai 2014 à Cotonou pour une meilleure employabilité des jeunes, l'AFPIJ se veut un bilan d'activité après 5 ans d'exercice. Je me réjouis que les centres de formation professionnelle ciblés par ce projet ont été significativement renforcés. Après la formation, c'est comment assurer l'insertion professionnelle de ces apprenants. Les participants à cet atelier de restitution reviennent sur les grandes lignes du projet qui est à son terme. Le projet a appuyé l'insertion des jeunes. Le projet à renforcer nos ateliers d'équipement et surtout, moi, mon centre a bénéficié de l'ouverture d'un atelier et la menuiserie aluminium. Les jeunes, par secteur d'activité, ont été recensés. Les artisans, les jeunes professionnels, les centres de santé professionnels, les lycées techniques, tous ceux-là ont été pris en compte. Ils ont été assistés. Du matériel leur a été donné. Les travaux du dit atelier ont pris fin par la remise officielle des documents relatifs au projet AFPIJ aux responsables du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle par l'AFD. Parlons à présent de l'orientation des admis au baccalauréat. Après la proclamation des résultats du baccalauréat, le gouvernement béninois travaille déjà à l'orientation des jeunes récipiendaires. Ce vendredi, le ministre de l'Enseignement supérieur a organisé à cet effet une séance d'information avec la presse sur les opportunités de bourse d'études nationales et internationales. Suivez-en ici le compte-rendu avec Nicanor Corvi et Samson Thiomo. Le bac en poche, que devenir ? Question existentielle qui occupe l'esprit des candidats et celui des parents depuis la proclamation des résultats. En réponse, le gouvernement béninois a déjà placé quelques pions sur l'échiquier. Quand on avait proclamé les résultats, j'avais dit qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent aux candidats, bien que nous ayons un taux de 50,10% de réussite. Il n'y avait pas de peur à avoir parce que nous avons beaucoup de possibilités. Des opportunités entre nos murs ou par-delà l'Atlantique, suivant un mécanisme rodé à l'aune des phases de sélection et ou de concours. D'abord, à l'échelle nationale. Au niveau national, nous avons l'accès au concours et puis la sélection. La sélection, ils savent déjà, ils ont déposé les dossiers avant d'aller au bac. Lorsque nous avons, depuis l'année dernière, nous faisions les concours avant la sélection pour permettre à ceux qui ont réussi au concours de ne plus être obligés de faire partie de la base de sélection. Ensuite, à l'échelle de la sous-région, la filière dakaroise a toujours la cote auprès du gouvernement béninois
qui entend mettre désormais un accent particulier sur la formation au métier du numérique. Aux candidats qui ont réussi, ça c'est une nouvelle école vers laquelle nous voulons les envoyer, surtout dans le domaine du numérique. C'est l'USMT de Dakar. Nous allons lancer les communiqués pour qu'ils puissent se soumettre au concours pour pouvoir partir dans cette école-là. À ce niveau, nous avons 7 bourses pour la licence et nous avons 8 bourses pour le niveau master. Maroc, Estonie, Brésil, un échantillon pris entre plusieurs destinations, accessible par bourse de formation dont les bacheliers ignorent quelquefois l'existence. Pourtant, la transparence semble être le seul mode d'emploi d'un processus d'orientation qui a pour seule exigence la quête de la bonne information. Il faudrait que les candidats soient informés. Les informations qui sont disponibles au-delà de la direction des bourses et secours universitaires, mais ils ne sont pas généralement informés et c'est les quelques personnes qui s'apportent du ministère qui sont informées. Donc je voudrais les exhorter à aller vraiment prendre les informations pour que des fois nous n'arrivons pas à couvrir les places qui nous sont offertes. Par exemple, en Russie, nous avons perdu quelques places, dans d'autres pays, nous avons également perdu des places. Donc je voudrais les exhorter, dès qu'ils ont eu le bac, de chercher les informations pour saisir toutes ces opportunités. Des envies de grandes écoles, de hautes études et de campus d'ailleurs. Pour les nouveaux bacheliers, le rêve passera par une veille de l'information, car les opportunités, elles, n'attendent que d'être saisies. Et on finit par cette fête des cotonculteurs qui se tiendra cette année à Savalou. L'événement se tient le 20 juillet 2019. Le président de l'association interprofessionnelle de coton haïtien a donné cet après-midi au cours d'un point de presse, a fait le point des préparatifs de cette célébration. Mathieu Adjovi était entouré des acteurs de la filière dans l'élément qui va suivre. Vous suivrez le président de l'AIC suivi du directeur général de la Sodeco, Société pour le développement du coton. Ils sont au micro de Ghislain Poguet et de Simon Villon. Informer ou pour lancer, donner un point de départ à la fête nationale des cotonculteurs qui aura lieu le samedi 20 juillet à Savalou. La fête des cotonculteurs est une fête qui a été instaurée pour encourager. Au-delà d'encourager, c'est détecter, n'est-ce pas, les talents dans le domaine du coton, les coopératives de cotonculteurs qui poussent à l'augmentation de la production et qui respectent les itinéraires techniques et les conseils qui leur sont donnés afin de produire mieux, produire plus. Nous avons demandé à un comité de revoir la manière dont les prix vont être attribués afin que ça touche d'abord plus aux structures. Lorsque vous touchez à une coopérative qui a donné des résultats qui ont été audités, vous touchez plus à l'ensemble des cotonculteurs de cette coopérative plutôt qu'à l'un ou pas à l'autre. Nous avons revu donc la manière de distribuer les prix et vous le constaterez donc à Savalou. Il y aura des tracteurs, il y aura des motoculteurs, il y aura des roues semeuses, c'est une nouveauté dans le dispositif. Il y aura des motos et des tricycles évidemment. Nous avons également prévu offrir des engrais et des appareils de traitement. Tout élément que je viens de citer constituant les facteurs de production et touchant à la réduction de la pénibilité du travail au niveau paysan. Savalou se fait belle pour nous recevoir. Nous avons envoyé des équipes sur le terrain pour aller préparer les lieux. Nous avons associé les autorités politico-administratives. Nous avons associé la Fédération nationale des cotonculteurs à travers l'Union départementale des producteurs, l'Union communale des producteurs et que sais-je encore. Nous avons impliqué tout le monde. Nous avons invité les producteurs de partout, aussi bien de la Takora, de la Libori, des 2KP comme nous disons, et du Borgou, de la Donga, du Zou, du Plateau et au Monokoufou. Évidemment, les collines, puisque c'est chez eux que ça se passe.
Nous demandons que la population de Savalou, n'est-ce pas, nous accueille. Ils ont déjà confirmé qu'elles sont prêtes à nous recevoir. Nous sommes en train de projeter avec tout ce que nous mettons en place comme dispositif une production de l'ordre de 800 000 tonnes pour la campagne 2019-2020. Quand le président annonce 800 000 tonnes pour la campagne à venir, je peux vous dire que tous les intrants sont déjà en place. À chaque fois, on anticipe. Donc, les 800 000 tonnes, il n'y aura aucun doute. Et tous les producteurs savent quand même que les intrants sont en place en quantité et en qualité. Eh bien, ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information 23h30 aux commandes Jérôme Mongbo. Bonne suite des programmes sur le RTV.